Fabien, allez-y. Donc Fabien Blondelot, je suis avocat me concernant au sein du cabinet Fidal. Alors Fidal, c'est un cabinet d'affaires, on est 1200 avocats, c'est le plus gros cabinet d'affaires de France et l'un des plus gros d'Europe. En l'occurrence, on intervient dans tous les secteurs d'activité pour toutes les entreprises, de la plus petite, ça peut être un artisan, jusqu'à des multinationales. Donc on est vraiment dans l'accompagnement exclusif de l'entreprise, tout secteur. En sachant qu'on a tous les corps d'intervention, puisqu'on va intervenir aussi bien en droit social qu'en droit fiscal, en droit des sociétés, en droit du sport, en droit rural, vraiment dans tous les spectres du droit, du monde des affaires de manière générale. En sachant que, me concernant, je ne suis pas un spécialiste du droit social, même si j'ai à connaître de nombreux dossiers de harcèlement. Je ne suis pas non plus un spécialiste du droit des sociétés, même si j'ai à connaître de nombreux conflits entre associés. Je ne suis pas non plus un spécialiste du droit fiscal, même si j'ai eu à connaître de nombreux dossiers de fraude fiscale, notamment pour l'administration des impôts. Alors vous allez me dire, mais en définitive, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il sait faire? Bon, me concernant, je dirais que je suis un peu un spécialiste des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Puisque je fais du contentieux, donc lorsqu'on vient me voir, c'est que, en principe, quelque chose ne fonctionne pas. Et dans ce cadre-là, j'interviendrai, vous l'aurez compris, j'imagine, toujours dans le cadre du monde des affaires, et j'aurai vocation à intervenir dans le cadre de contentieux qui concerne aussi bien le spectre des risques psychosociaux que s'agissant des conflits entre associés, et ce aussi bien dans un cadre civil que dans un cadre pénal. Et donc ça recoupe en fait ce qui nous intéresse dans la thématique de ce soir, à savoir en fait la notion de vigilance quand on parle d'un dirigeant, puisque être vigilant, en fait, c'est anticiper le risque. C'est ça le sujet. Et moi, mon secteur en fait de compétence, c'est celui-là. Essayer en fait d'anticiper le risque. Et par l'expérience qui est la mienne, en fait, je vois en règle générale où peut survenir le risque, que ce soit au moment de la création de la société, qu'au cours de la vie de l'entreprise. Mais encore une fois, ça ne fait pas de moi le référent en droit des sociétés, ou en droit social, ou en droit fiscal. J'ai simplement un éclairage différent, notamment en termes de stratégie, dans la gestion de l'entreprise. Aziz, je vous laisse également vous présenter. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, Aziz Belmir, donc également de Groupama au même titre que Marilyn. Donc, j'occupe la fonction de responsable commercial sur le marché pro, pro non agricole, tout ce qui est voilà, comme vous, chef d'entreprise non agricole, artisan, commerçant, prestataire de services. Donc on est assez généraliste. Voilà, on est assez généraliste. Donc dans le département de l'Aube, j'ai 6 homologues dans les autres départements que constitue la caisse régionale Groupama Nord-Est. Et voilà, pour reprendre voilà, les termes qui viennent d'être dits, donc effectivement, voilà, je crois que vous avez dit, voilà, vous êtes là pour les personnes qui ont loupé le train, si j'ai bien compris. Donc au même titre, pour schématiser un peu voilà, notre rôle, nous en tant qu'assureurs, donc finalement on est également là voilà, pour anticiper le risque et pouvoir être présent si malheureusement, parce que ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise, si le risque arrive, voilà, voilà, l'objectif de l'assureur, donc c'est d'être présent aux côtés de son assuré pour pouvoir l'aider à subvenir à ces choses-là. Et le risque, on va le voir juste après, peut être voilà, assez varié. Exactement, puisque ce sera le plan ce soir pour essayer d'être le plus pédagogue et le plus lisible possible. On va faire par ordre chronologique en fait toute la partie anté-création. Quels sont les points de vigilance, les anticipations qui sont possibles pour le chef d'entreprise ou le futur chef d'entreprise anté-création. Toute la partie ensuite d'activité courante et puis la partie risque financier, indemnisation qu'on verra dans un troisième temps. Je vous propose du coup qu'on commence avec justement cette partie anté-création. Pour vous, quels sont les grands points sur lesquels le futur dirigeant ou les futurs dirigeants, puisque s'il y a plusieurs actionnaires également, j'imagine qu'il y a aussi des points à prendre en compte. Pour vous, c'est quoi les grands points sur lesquels il faut vraiment être attentif?
Alors, ils sont nombreux. Vous allez déjà vous soucier dans un premier temps du choix de la structure, bien évidemment, et notamment par rapport au statut qui va être le vôtre en tant que dirigeant. Mais ce n'est pas celui, moi, qui m'intéresse au premier chef, puisque ce n'est pas celui à propos duquel je vais retrouver des contentieux. Là où je vais avoir des contentieux, c'est davantage dans les relations entre associés à un moment donné. Difficultés qui peuvent survenir au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, ou ne jamais survenir. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir anticiper cela au moment où on crée l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un moment où tout se passe bien, on est dans des relations plutôt cordiales, tout est serein, on se tape dans la main, c'est génial. Donc en fait, il faut profiter de ce schéma-là pour essayer d'anticiper quelle peut être la constitution de la société et telle qu'on souhaite la voir évoluer dans le futur. Je m'explique. On va travailler en particulier sur les statuts. Les statuts ou les pactes d'associés. Un pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, hein, c'est la même chose en fonction de la forme de la société. Mais si je prends les statuts par rapport aux pactes d'associés, différence. Bon, les statuts sont publics, ce qui n'est pas le cas des pactes d'associés. Les statuts, par ailleurs, en fonction de la forme de la société, vous allez être enfermé. Si vous prenez ça, bon, ce qu'on retrouve de moins en moins en pratique, là, vous avez un cadre psychorigide. La SARL, c'est un peu le même schéma. Vous aurez de la liberté au sein d'une SAS, mais surtout, cette liberté, elle sera totale si vous prenez, par exemple, un pacte d'associés. Et dans ce pacte d'associés, là, vous aurez la possibilité, en fait, d'envisager tous les cas de figure. Vous aurez la possibilité, dans ce pacte d'associés, de prévoir, par exemple, une clause de non-concurrence. Ça vous paraît évident, tel quel. Mais la réalité, c'est qu'au bout de 5 ans, 10 ans, vous pouvez très bien avoir un associé qui se trouve être démarché et qui décide d'investir ailleurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour le faire retenir? Donc si vous avez prévu une clause de non-concurrence, c'est particulièrement utile dans un schéma comme celui-ci. Ça peut être aussi une clause de non-débauchage du personnel, puisque l'associé en question, effectivement, décide d'investir dans une société bis, il reste dans la société première, et puis il décide de créer une deuxième société où il investit, et puis finalement, dans le même temps, il va débaucher, effectivement, un super ingénieur de la première société. C'est pas mal aussi d'avoir une clause de non-sollicitation dans un schéma comme celui-ci. Ça peut être une clause d'inaliénabilité, en fait, de ses droits sociaux pendant un certain temps. On reste associé dans ces conditions au moins pendant 5 ans, 10 ans, peu importe. On peut prévoir ça. On peut prévoir aussi la possibilité de sortir de l'entreprise si on constate qu'il y a des dissensions qui sont particulièrement notables. Parce que ça, c'est l'une des grandes difficultés. À un moment donné, les dissensions sont là, je ne peux pas sortir de la société. Alors si, je vais pouvoir sortir, mais il faut que je trouve un repreneur. Je n'ai pas de repreneur, je fais comment pour sortir? Dans ce cas-là, j'ai des clauses qui aussi m'autorisent cette sortie le cas échéant. J'ai aussi l'hypothèse de la société qui va se multiplier en créant X sociétés. Problème, c'est que moi, à l'origine, quand j'ai voulu créer quelque chose avec lui, l'idée, c'était être dans une relation exclusive parce qu'on portait un bébé et on voulait le voir grandir ensemble. Et soudain, je constate quoi? Je constate que mon associé, il est en train de créer déjà sa 5e société, alors que moi, je voulais qu'il se dédie exclusivement avec moi sur nos structures. Je peux avoir aussi un engagement exclusif et on peut le limiter dans le temps. Bref, on voit qu'on a une liberté contractuelle qu'on va retrouver dans le pacte d'associés que je n'aurai pas dans les statuts. Donc, au premier chef, pour éviter effectivement ces difficultés auxquelles vous pouvez être potentiellement confrontés au bout d'un certain temps, c'est bien de l'anticiper. Et le pacte d'associés, en ce sens, il est vraiment pertinent. Donc, c'est vraiment un point sur lequel il faut travailler. Les pactes d'associés que vous avez évoqués sont exclusivement anté-création ou peuvent être faits ensuite dans la vie de l'entreprise? Le pacte d'associés, en fait, peut être fait à tout moment de la vie de l'entreprise. Là, j'évoquais effectivement le schéma où on vient de créer l'entreprise, puisqu'on est dans une dynamique assez enthousiaste, on va de l'avant, et en général, on est dans des relations assez cordiales. Bon. Donc c'est pour ça que bien souvent, c'est le meilleur moment pour essayer d'en profiter pour négocier ces points-là. Bon. Mais on peut aussi faire ces pactes d'associés ultérieurement, et en sachant aussi que les pactes d'associés peuvent être à durée limitée, et si ce n'est pas le cas, ça signifie aussi que le pacte, je peux le dénoncer à tout moment. Donc il faut intégrer ces éléments-là. On a beaucoup parlé là de la partie pacte d'associés et statut, mais le porteur de projet, en tant que personne physique aussi, vis-à-vis de sa famille, peut prendre des prédispositions avant la création ou au moment de la création de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Aziz? Alors bien sûr.
Ce qui se passe, c'est que les gérants d'entreprise, enfin les créateurs d'entreprise, les porteurs de projets, sont souvent, enfin bien souvent, voilà, ils sont passionnés par leur projet. Et c'est très bien, hein, c'est le premier critère finalement de réussite pour pouvoir mener à bien le projet qu'est le nôtre, et peu importe le projet. Par contre, c'est que voilà, enfin, ces personnes-là donc pensent bien à mettre en place voilà tout un tas de choses, sont tellement passionnés par leur activité qu'ils en oublient l'essentiel. Et je parle tout secteur confondu. Aujourd'hui, notre rôle, nous, en tant qu'assureurs, donc quand on pose la question à quoi tu sers, enfin, à quoi servent mes chargés de clientèle professionnels, ce que je leur demande de répondre, moi, à leurs sociétaires et futurs sociétaires, c'est voilà, vous êtes là pour assurer la pérennité des entreprises. Et comment je fais pour assurer la pérennité de ces entreprises-là? Donc la première des choses, donc bien évidemment, c'est de s'assurer, donc tu as parlé de famille, c'est de s'assurer d'abord que le porteur de projet, le fameux gérant d'entreprise, soit bien couvert. Couvert en quoi? Donc vous restez des êtres humains, bien évidemment, couverts contre les aléas de la vie. Quand je dis les aléas de la vie, c'est de se dire voilà, d'être bien prémunis, d'être bien couvert en cas de bien évidemment, je touche du bois, hein, je suis pas là pour porter malheur, mais c'est aussi mon job de parler de ce qui peut arriver. Mais c'est de bien s'assurer que ces fameux chefs d'entreprise soient bien couverts en cas d'aléas de la vie, en cas d'accident, en cas de maladie ou malheureusement en cas de décès. Donc dans un premier temps, pour eux. Ça peut être le cas également, donc on a parlé des associés, que ces associés soient bien couverts au même titre que gérants d'entreprise contre les aléas de la vie, mais également leur famille. Leur famille, que ce soit leurs conjoints, que ce soit leurs enfants. Aujourd'hui, quand on est porteur de projet, on investit dans une entreprise. On peut emprunter, de gros emprunts, souvent, quand on crée une entreprise. Donc l'objectif, c'est de se prémunir de toutes ces choses-là pour voilà, être prêt à faire face. Il y a quelques spécificités à bien prendre en compte quand on est porteur de projet. Donc on a un statut de travailleur non salarié. D'accord ? Tout dépend le secteur d'activité, mais en tout cas, on a un statut de travailleur non salarié. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, quand vous êtes créateur d'entreprise, chef d'entreprise, vous n'êtes pas salarié. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses sur différents domaines. Donc je vais reprendre un peu voilà, du moins pire au plus grave, hein, qui est le décès. Dans un premier temps, rien qu'au niveau de la santé. Vous allez me dire, bon, au niveau de la santé, que je tombe malade, si je suis un chef d'entreprise ou un salarié, qu'est-ce que ça change? Effectivement, on pourrait se dire pas grand-chose, mais si. Au niveau des couvertures, ça change beaucoup de choses, dans la mesure où quand on est salarié, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. Et encore plus depuis 2016, où les employeurs de main-d'œuvre, donc les chefs d'entreprise, ont l'obligation de proposer un contrat santé à l'ensemble de leurs salariés, donc c'est fait de façon automatique. Par contre, un travailleur non salarié qui forcément n'anticipe pas ce risque-là, qui n'a pas de mutuelle, donc il ne peut pas se couvrir en tant que santé tout simplement. Ensuite, j'avance un petit peu en termes de gravité, donc le chef d'entreprise qui tombe malade, hein, que ça soit plus ou moins grave, ou qu'un accident, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas faire son activité, qui ne peut pas mener à bien son activité pendant une durée voilà, courte ou plus longue, hein, que ce soit une affaire de semaines ou une affaire de mois. Donc il n'y a pas de revenu donc, qui est généré. Forcément, il n'est pas là, il a un accident, s'il il est bloqué, il ne peut pas mener à bien son activité. Et sans couverture, ce qu'on appelle, chez nous, dans le jargon assurance, la prévoyance, donc on peut mettre à mal donc, la pérennité de la structure. D'accord ? Et après, je vais plus loin, bien évidemment, en cas de décès. Donc voilà, si le chef d'entreprise, enfin, le porteur de projet n'est pas là pour mener à bien son projet, donc là, voilà, il y a un risque très clair de pérennité au niveau de l'entreprise. Donc comment on fait face ? Donc tout simplement en se couvrant. Donc il y a des solutions qui existent, qui sont personnalisables, bien évidemment, en fonction des situations personnelles, en fonction des revenus générés, en fonction du projet, en fonction de la famille. Mais c'est des solutions qui paraissent, qui sont indispensables. Et nous, assureurs, on insiste beaucoup là-dessus, car voilà, on se rend compte que beaucoup de chefs d'entreprise ne pensent pas à ces choses-là. Forcément, on n'a pas envie de penser à des choses qui sont négatives. Mais malheureusement, voilà, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je peux vous assurer que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut mettre voilà, en priorité quand on se lance et quand on crée une entreprise. Voilà. Merci pour ce premier focus. Les autres questions qu'on me pose, moi, régulièrement, en tant que responsable d'accompagnement ici, et particulièrement sur les projets innovants, c'est toutes les questions relatives à la propriété intellectuelle.
Alors c'est le cas quand il peut y avoir plusieurs associés qui apportent quoi, mais plus globalement, comment la société ensuite arrive à se protéger face aux concurrents, face au risque de copie, ou voilà, comment on arrive à se protéger au niveau de la propriété intellectuelle. Oui, il faut attacher une importance toute particulière à la protection de vos créations. C'est essentiel, puisque c'est ce qui pourra assurer la sécurité en fait, et le développement de votre entreprise par rapport aux contrefaçons auxquelles vous pouvez être confronté. Alors, savoir d'ores et déjà que lorsque vous avez une idée, vous avez créé votre boîte, bon, vous avez d'ores et déjà une idée. Elle peut être embryonnaire ou plus ou moins développée, mais j'ai une idée, j'ai un concept, je veux créer quelque chose. Bon, cette idée en elle-même n'est pas suffisante pour être protégée. Ce n'est pas protégeable par rapport aux droits de la propriété intellectuelle. En revanche, cette idée, à partir du moment où elle commence un peu à s'étoffer, vous pouvez quand même faire en sorte de lui apporter une protection par rapport aux règles de la concurrence déloyale, le cas échéant. Je m'explique. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui, informé d'un concept sur lequel vous êtes en train de travailler, finalement est en train de prendre votre concept. Vous avez échangé avec lui, et puis finalement, ce concept, il va un peu plus vite que vous, il le met en œuvre, et toute la difficulté pour vous ensuite, c'est d'assurer une protection de ce sur quoi vous avez travaillé. Parce que même si effectivement il n'y avait pas spécifiquement d'originalité au sens de la propriété intellectuelle, il n'en reste pas moins que vous avez travaillé sur un concept sur lequel vous avez pu échanger. Alors je fais quoi à ce moment-là ? À charge pour moi, à ce moment-là, pour commencer, d'être en mesure de prouver la datation de votre concept, la datation de votre idée. Parce que j'ai déjà un problème de preuve. Comment vous allez faire pour prouver que finalement, vous êtes celui ou celle qui, le premier, aura travaillé sur le sujet ? On est toujours sur un problème de preuve. En fait, quand vous êtes devant un tribunal, quel qu'il soit, c'est toujours un problème de preuve. Qu'on soit en matière prud'homale, commerciale, pénale, peu importe. Vous êtes devant le tribunal, si vous leur dites que encore cette année, Noël va tomber le 25 décembre, encore cette année. Mais non seulement vous le dites, mais il faut être en mesure de le prouver. Donc maintenant, prouvez-moi que cette idée, c'est vous le premier qui l'avez eue. Vous faites comment ? Donc c'est là où il faut effectivement anticiper et travailler, par exemple, éventuellement avec un officier ministériel. Voilà, vous avez un constat d'huissier à un moment donné, vous avez pu déposer une enveloppe par rapport à un concept sur lequel vous avez travaillé. Vous avez aussi auprès de l'INPI, par exemple, le simple fait de l'enveloppe solo, qui ne coûte rien, c'est une dizaine d'euros, c'est tout. Mais ça va vous permettre d'avoir une datation de l'idée, du concept. Donc je suis capable de prouver au moins de manière certaine la date à laquelle j'ai déposé, moi, cette idée. C'est un sujet. Après, pour protéger ce concept, on est encore à l'état embryonnaire. Je peux travailler sur les accords de confidentialité. À partir du moment où, effectivement, je veux commencer à nouer des contacts commerciaux avec des partenaires, il va falloir que je commence à mettre des éléments sur la table. Je me mets à nu, mais je peux prendre des risques. Je peux travailler à ce moment-là sur des accords de confidentialité par rapport aux informations que je vais communiquer. Bon, je dirais ça, c'est dans un premier temps. Et puis après, lorsque vous avez une vraie idée originale, là, vous pouvez avoir une protection via des dépôts. C'est le brevet si on est sur un outil technologique avec des finalités industrielles. Ça peut être les dessins et modèles. Si vous avez effectivement un dessin qui peut effectivement être protégé en l'occurrence, on retrouvera toujours la notion d'originalité. J'ai la marque aussi, bien évidemment, qui peut être déposée, en sachant que les durées de protection sont variables, et vos durées de protection varient aussi en fonction des zones géographiques, parce que lorsque vous allez faire un dépôt, vous allez le faire auprès de l'INPI, mais ça peut être protégé en France, mais ça ne le sera pas nécessairement en Asie, le cas échéant. Donc il faut aussi anticiper à un moment donné quel est votre développement, où je veux protéger ma marque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, et bien avoir en tête que ce n'est jamais une charge. Ce n'est pas une charge, même lorsque vous allez recourir à l'un de mes associés spécialisés en propriété intellectuelle. Ce n'est jamais une charge.
Considérez que c'est un investissement. Vous passez un temps béni à développer un produit, à développer une idée. Vous allez ensuite marketer le sujet. Si vous n'avez pas songé à protéger votre marque, vous allez être confronté très vite à des difficultés liées à des concurrents qui vont vous copier. Et en sachant qu'à partir du moment où vous avez cette protection, notamment via le dépôt, mais au-delà de ça aussi vers la notion de droit d'auteur à partir du moment où j'écris un logiciel, vous allez pouvoir agir en contrefaçon pour protéger en fait la valeur en fait de ce que vous avez créé. Donc ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Vous créez quelque chose, travaillez immédiatement à la protection de ce sur quoi vous bossez, parce que c'est toute la valeur de votre entreprise. Et des exemples, on en a légion, de jeunes entreprises qui ont développé des super projets, qui ont vocation à être protégés, qui ne l'ont pas été en temps et en heure, et qui ensuite sont confrontés eux-mêmes à des actions en contrefaçon, alors même qu'ils ont été les précurseurs du sujet, le cas échéant. Donc il faut vraiment être en mesure d'anticiper ces points-là, et encore une fois, c'est un investissement, ce n'est jamais une charge dans le bilan. Merci pour ce premier panorama sur comment se protéger, donc plutôt aux côtés des concurrents et vis-à-vis de sa propriété intellectuelle. Les autres risques qui peuvent aussi émerger assez rapidement, c'est comment se protéger de ses fournisseurs ou de ses clients et comment on prépare au mieux ses contrats ou ses documents commerciaux pour justement se prémunir des risques éventuels qui pourraient arriver lors des premières transactions commerciales. Alors, dans ce cadre-là, il faut effectivement travailler avec soin sur l'établissement d'un contrat, sur l'établissement de conditions générales d'achat, de vente, éviter le copier-coller, éviter d'aller chercher une information sur le net, puisqu'en réalité, il va falloir affiner votre sujet en fonction de votre spécificité. Donc il est indispensable vraiment de travailler sur le sujet. J'ai encore un exemple assez récent avec un contrat qui est fait par le dirigeant lui-même. C'est un contrat lambda qu'on allait piocher manifestement sur le net en saupoudrant vraisemblablement de quelques idées personnelles mais qui en définitive s'avèrent assez saugrenues. Et alors qu'en réalité on a vocation à obtenir gain de cause dans le dossier, on se rend compte que finalement, le dirigeant vient greffer dans son contrat des éléments qui n'ont rien à y faire, et où en fait il se tire une balle dans le pied. Et quand on pose la question, mais pourquoi avoir mis ça? Mais parce que je pensais qu'il fallait spécifier ce genre de choses. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Et tout le contrat est perdu du simple fait que le dirigeant de lui-même, effectivement, a cherché à faire une économie en amont par rapport à l'établissement du contrat. Des exemples, j'en ai légion tels quels, avec une jeune entreprise effectivement qui va elle aussi décider de faire elle-même son contrat. Sauf que au bout du bout, il se passe quoi? Il se passe que ce qui avait été vu à l'origine lorsque ça nous a été présenté, c'est que on n'a pas anticipé, le dirigeant n'a pas anticipé le fait que son entreprise avait vocation à se développer au-delà de ce que lui pouvait même imaginer. Et en fait, il se retrouve cadenassé dans un réseau de distribution qui l'empêche en fait d'aller voir d'autres distributeurs beaucoup plus intéressants dans d'autres zones géographiques, même de surcroît, qui n'avaient pas vocation à concurrencer le premier. Donc, on se retrouve bien souvent avec des schémas dans lesquels on voit que le dirigeant n'a pas anticipé lui-même son propre développement, ce qui est quand même assez extraordinaire, n'a pas anticipé son propre développement, n'a pas anticipé les risques, bien souvent ignore même ce qu'est un contrat. Un contrat, c'est la rencontre de deux volontés. J'ai une offre, j'émets potentiellement un devis, et puis je vais avoir une acceptation de cette offre, c'est la commande. Le contrat, il est conclu. Il est conclu. Et tout ce qui surviendra a posteriori n'entre plus dans le contrat. C'est fini, mon contrat, il est conclu. Vous balancez un mail le lendemain de l'acceptation de votre devis, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le contrat, il est ficelé. Donc, il y a des mécanismes, en fait, à intégrer. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est la même chose avec les conditions générales.
Moi, régulièrement, quand je me présente pour exposer des sujets sur des conditions générales devant des commerciaux, bon, je suis là, bien évidemment, pour ennuyer tout le monde, parce que tout le monde se fout royalement des conditions générales. Personne ne les lit, moi le premier. Bon, on signe régulièrement des bons de commande sans jamais lire les conditions générales. La réalité, des contrats d'assurance également. c'est pareil. La réalité, c'est quoi? C'est que ces CGV, effectivement, dans la majeure partie des cas, nous n'en avons pas besoin. Alors, quand est-ce que je vais en avoir besoin? Je vais en avoir besoin le jour où je vais avoir, en fait, un contentieux. Le jour où j'ai un contentieux, là, j'en ai besoin des CGV. Mais sinon, j'en ai jamais besoin en pratique. Mais le jour où vous avez un contentieux, et des exemples de cette nature, j'en ai aussi là un certain nombre, je peux avoir des litiges très importants, qui ont été gagnés uniquement sur les conditions générales. Parce que, par exemple, je vais avoir inséré des clauses limitatives de responsabilité. Ça, c'est un exemple. Et où on a pu échapper à des condamnations très lourdes dans certains dossiers. Et où se pose également, s'agissant des CGV, la question de savoir à quel moment les CGV ont été portés à la connaissance de mon contractant. Parce que là aussi, régulièrement, mes CGV, je vais les voir où? Au dos des factures. C'est bien beau, mais par rapport à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, la facture, elle survient en bout de course. Donc je suis dans la phase de l'exécution du contrat. Donc moi, mes CGV au dos des factures, ça ne me sert pas à grand-chose, si ce n'est pour la clause de réserve de propriété. Mis à part cela, ça ne me sert strictement à rien. Donc, il faut également travailler sur ces CGV. Bon, j'y reviendrai dans un autre stade de notre intervention. Ces CGV, ce sera aussi le moyen de voir quelles sont les meilleures conditions pour se faire payer. Un point aussi également, quand on évoque les relations avec vos fournisseurs de manière générale, j'évoquerai les sous-traitants. Alors pourquoi j'évoque les sous-traitants? Parce que là, on a un sujet quand même assez récurrent, en tous les cas depuis quelques années, qui concerne la requalification de certains contrats que je peux avoir avec des sous-traitants. J'ai un sous-traitant, c'est un prestataire, puis finalement, je peux avoir des organismes sociaux qui considèrent que ce sous-traitant n'en est pas un et considèrent que c'est votre salarié. Et ça signifie dans ces conditions qu'on est en présence d'un travail dissimulé. Ça signifie que vous devez acquitter toutes les cotisations sociales durant toute la période durant laquelle vous avez travaillé avec ce sous-traitant. Potentiellement, on peut vous demander aussi d'avoir à supporter toutes les cotisations sociales des salariés de votre sous-traitant. Et en fait, on va considérer qu'on est dans ce schéma-là lorsque un faisceau d'indices est réuni. Exemple, vous avez votre sous-traitant qui n'a pas de matériel. Alors, bien souvent, je peux être, par exemple, dans le secteur de la maçonnerie. Bon, je vais avoir une équipe qui se présente, et puis finalement, ils n'ont strictement rien. Je leur donne la pelle, la truelle, ils n'ont rien, ils arrivent là, etc. Bon, ils n'ont pas de matos. Ça peut être le cas aussi lorsque je vais prendre des gens qui font du code. Des gens qui font du code, etc. Finalement, je vais leur donner du matos parce que j'ai un matériel informatique beaucoup plus puissant que le leur. Donc, je leur mets à disposition. Ils vont faire du code. Et puis, bon, ils vont me facturer, mais ils vont me facturer de surcroît en tarif horaire. Ça, c'est pas bon. Je constate en même temps que quand ils prennent des congés, ils me demandent. Ça ne pose pas de problème si je m'absente de telle période à telle période? Ils ne sont pas à me poser la question. Et en fait, je vais avoir tel élément, plus tel élément, plus tel autre élément. Je constate également que mon sous-traitant ne bosse quasiment qu'avec moi. Donc, j'ai quasiment une relation exclusive, une dépendance économique. Donc, en fait, je vais avoir un faisceau d'indices qui fait qu'à un moment donné, on va finir par me dire, mais votre sous-traitant, là, le prestataire, en réalité, c'est un salarié. Et vous avez de nombreux dossiers où vous avez des risques de requalification de cette nature, et là, vous avez une incidence financière qui peut être très lourde, mais vous avez également l'impact sur le volet pénal, puisqu'on est dans du travail dissimulé. Donc ça, c'est l'effet qui se coule. Vous tombez sur tous les coups. Donc il faut être particulièrement vigilant dans votre relation avec le sous-traitant. On parle de notion de vigilance. Quand on parle de sous-traitant, j'ai d'ailleurs une obligation de vigilance. On bosse avec un sous-traitant, on bosse avec un prestataire. À partir du moment où j'ai un marché au moins de 5 000 € par an avec un prestataire, j'ai une obligation de vigilance, c'est le Code du travail. Je suis censé lui demander certains documents. Son immatriculation, vous me donnez votre cabis. Ou répertoire des métiers si c'est un artisan. Il faut également qu'il me communique une attestation de l'URSSAF. Pourquoi? Il s'agit qu'il puisse, moi, me justifier du paiement de ses cotisations sociales. Les siennes, celles de son personnel, etc. Document qui doit avoir moins de 6 mois. Et je dois le réclamer tous les 6 mois.
Et si je ne le fais pas, il se passe quoi? Potentiellement, là aussi, si je me retrouve avec un prestataire qui ne paye pas les cotisations sociales, on peut se retourner auprès de moi et finalement, c'est moi qui paye les cotisations sociales. Et on viendra me dire, mais attendez, vous avez une obligation de vigilance, jamais vous n'avez demandé à votre prestataire de vous démontrer que celui-ci s'acquittait correctement de ses cotisations sociales. Alors, est-ce qu'en pratique, c'est fait couramment? Objectivement, très souvent, non. Non. Mais pour autant, il faut en avoir conscience. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant par rapport à votre partenaire contractuel. À partir du moment où vous commencez à avoir des doutes, vous surveillez quand vous avez un partenaire contractuel. Vous regardez si les comptes sont déposés, etc. Vous avez quand même des indicateurs. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et puis, dernier point, ça c'est l'obligation de vigilance. Vous avez aussi le devoir de vigilance, complètement différent. Et là, vous allez me dire, mais là, au premier chef, on n'est pas concerné. C'est une loi française de 2017. Devoir de vigilance, en fait, ça s'inscrit dans la dynamique RSE. Hein, vous avez probablement dû entendre ça. C'est tout ce qui concerne les impacts sociaux et environnementaux. Et ça concerne, en fait, les entreprises françaises et étrangères qui vont influer sur le sol français avec plus de 5000 salariés. Vous allez me dire, moi, je ne suis pas concerné au premier chef. Pas tout de suite, peut-être demain. Mais si, vous êtes aussi concerné. Pourquoi ? Parce que demande-t-on en fait à ces entreprises? On leur demande en fait d'établir un plan de vigilance. Et dans le cadre de ce plan de vigilance, les entreprises aujourd'hui doivent rendre compte par rapport à ce qu'elles font elles-mêmes, mais par rapport à ce que font leurs filiales, par rapport à ce que font également leurs sous-traitants. Et c'est là où, au bout d'un moment, vous devenez concerné par le sujet, parce qu'on parle des sous-traitants, mais premier rang, deuxième rang, troisième rang. Et donc, on part dans une responsabilité en cascade. Donc, il faut, dans cette dynamique-là, aussi intégrer que par rapport à cette vigilance, vous devez vous aussi être vigilant dès aujourd'hui quand vous êtes dans la création de votre entreprise, dans une dynamique RSE. Qu'est-ce que je fais sur le plan environnemental? Qu'est-ce que je fais sur le plan social au sein de l'entreprise? Comment je fais pour en justifier? Puisqu'en fait, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises, PME, etc., qui vont vous demander aujourd'hui de signer des chartes éthiques. Et ça, on le voit couramment aujourd'hui. Le 24 avril dernier, cette loi dont je vous parle, qui est une loi française, l'Europe s'en est inspirée, et après pas mal de débats parlementaires depuis 2 ou 3 ans, vient juste d'être adoptée le 24 avril dernier. Alors, pas aussi stricte que celle qu'on pouvait imaginer pendant un certain temps, mais le fait est que le mouvement est vraiment impulsé. Donc il faut aussi, dans cette vigilance, intégrer, quelle que soit la taille de l'entreprise, tout ce que vous avez à faire, vous, sur le plan social, environnemental. Considérez que c'est en fait une opportunité. Les premiers aujourd'hui qui sont capables de justifier tout ce qui est mis en musique sur des sujets de cette nature sont ceux qui, plus facilement, seront capables de remporter certains marchés, en particulier avec de grandes entreprises. Car toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, exigent des justificatifs de cette nature. Donc, si vous voulez vous développer, d'emblée, il faut que vous intégriez ça, en fait, dans votre business. Comment je fais pour en justifier? Merci, effectivement, c'est la transition toute trouvée avec l'exploitation et le développement de l'activité et de la société. C'est comment, dès les prémices, on arrive à intégrer toutes ces contraintes, mais qui peuvent aussi être des opportunités, si c'est bien d'anticiper. Et la partie RSE est effectivement un des axes forts de développement, et on le voit beaucoup dans les sociétés incubées ici à la Technopole, mais plus globalement sur le territoire. Justement, comment on fait sur cette partie d'exploitation pour s'assurer, pour essayer de prévenir les risques avec son assureur? C'est très simple, hein. Donc, tout chef d'entreprise, tout porteur de projet, donc la première des obligations, voilà, normalement la première des choses à laquelle on pense, donc pour pouvoir se prémunir de ces risques-là, c'est de pouvoir s'assurer en tant que chef d'entreprise, d'assurer mon entreprise. Donc vous avez tous entendu parler, j'imagine, de responsabilité civile professionnelle. J'imagine que vous en avez tous une à titre privé. Donc elle est rattachée, hein, dans la globalité des assureurs au contrat, à votre contrat habitation en général. Et c'est la même chose pour une entreprise. Une entreprise, peu importe le projet, doit avoir
un contrat, donc responsabilité civile, professionnelle, responsabilité civile d'exploitation, donc en fonction de l'activité. Et c'est ce qui va permettre de couvrir l'activité en général de l'entreprise, quelle soit-elle, contre les risques qu'elle va pouvoir causer à ses clients, à ses tiers, à autrui, à des prestataires. Toutes les personnes, toutes les parties prenantes qui vont rayonner autour de l'entreprise vont être couvertes via cette responsabilité civile professionnelle qui est, rappelons-le, car en fonction de l'activité, c'est la première des choses dans laquelle on pense, oui, en général. Pour autant, il y a certaines activités où personne ne va vous la demander. Pour autant, c'est quelque chose qui reste, face au législateur, obligatoire, et toute entreprise doit avoir, quelle que soit l'activité, une responsabilité civile professionnelle. C'est une obligation d'assurance. Et j'en profite puisque on a la chance ici à la Technopole d'avoir plus de 12 000 mètres carrés de bureaux qui sont mis en location pour les entreprises. Là aussi, comme pour un particulier, le dirigeant d'entreprise doit également assurer son local. Alors exactement, que l'entreprise, donc ça peut arriver que l'entreprise soit propriétaire via une SCI qui est rattachée aux dirigeants. Donc peu importe. Donc les entreprises, bien souvent, ils ont un lieu où ils exploitent, où leur activité se passe, comme ici à la Technopole, où je sais qu'il y a différentes succursales qui sont louées, donc aux startups, aux chefs d'entreprise. Donc de manière toute simple, comme on assure son habitation, comme on assure sa résidence secondaire. Donc cette partie, ce local professionnel, doit être assuré, est à la charge, bien évidemment, de la personne qui le loue, donc du locataire, donc de l'assurer contre les risques d'incendie, dégâts des eaux, vandalisme, événements climatiques, vol, bien évidemment, donc assurer son contenu professionnel. Et donc en fonction de l'activité, il peut arriver que il y a des matériaux, du matériel informatique, ou bureautique, qu'on a la capacité d'assurer contre le bris, contre le vol. Et en fonction de l'activité, donc des machines qu'on peut être amené à exploiter. Ensuite, il y a un dernier pavé auquel on ne pense pas souvent, qui est rattaché justement à ce contrat dommage aux biens. C'est ce qu'on appelle la protection financière de l'activité. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre la protection financière de l'activité et assurer mon local dommage aux biens. Et qu'est-ce que la protection financière de l'activité ? En fait, la protection financière de l'activité va permettre d'assurer financièrement l'entreprise en cas de sinistre garanti via ce contrat dommage aux biens. Exemple, vous avez votre activité qui se passe dans un local, vous avez votre production qui se fait dans le même lieu, puis à côté vous avez un espace showroom où vous vendez les articles que vous avez conçus. Je touche du bois, malheureusement, il y a un incendie qui ravage l'ensemble. Il faut savoir que dans les statistiques d'assurance, il y a une entreprise sur 3, d'accord, qui met les clés sous la porte si elle n'a pas une assurance complète et notamment cette protection financière de l'activité. Comment elle va intervenir, cette protection financière de l'activité ? Simplement, forcément, s'il y a un incendie, je prends le plus grave, bien évidemment, là pour que bien vous sensibiliser, que vous compreniez bien les choses. Donc forcément, s'il y a un incendie qui ravage le tout, donc l'activité, c'est compliqué de redémarrer à court terme. Donc il va falloir du temps, d'accord ? Et cette garantie protection financière de l'activité va venir assurer financièrement l'entreprise, pour assurer la pérennité de l'entreprise, le temps de la reconstruction, le temps du redémarrage de l'activité, etc. Et on a même un pan qui est très peu connu au niveau, et d'ailleurs qui est très peu communiqué auprès des assureurs, qui est rattaché à cette garantie protection financière de l'activité, c'est la perte de la valeur vénale du fonds. Parfois, en cas de sinistre lourd, quoi qu'on fasse, même si on est bien assuré, le fait que l'entreprise n'ait pas pu tourner correctement pendant un laps de temps trop long, c'est trop tard. C'est trop tard, on n'a plus la capacité de démarrer. Et là, il y a une garantie qui existe, qui est rattachée à la protection financière de l'activité, qui s'appelle la perte de la valeur vénale du fonds, donc de l'entreprise, qui va permettre en fait d'assurer concrètement l'entreprise face à ces risques-là. Merci.
On le voit avec les entreprises qu'on accompagne ici, mais c'est plus globalement maintenant pour toutes les entreprises sur le territoire. Un vrai enjeu aussi sur la partie de communication, les réseaux sociaux, parfois la volonté de faire le buzz ou d'être un petit peu dérangeant dans sa communication. Et quelle est la limite justement entre la blague potache, le dénigrement et comment on arrive à trouver la bonne limite ou à se défendre dans ce type d'attaque? Là, on joue en fait sur de la sémantique, puisque on va être dans un cas où on s'en remet à l'appréciation souveraine des juges. Et je vais pouvoir exposer en fait les propos qui me sont reprochés à 10 personnes différentes. J'aurai vraisemblablement 10 perceptions différentes. En tous les cas, ce qu'il convient de retenir, c'est que je peux, en fonction des propos que je véhicule, notamment sur les réseaux sociaux, vis-à-vis d'un concurrent potentiel, le cas échéant, je peux être poursuivi soit en matière de diffamation, soit pour dénigrement. Ce sera l'un ou l'autre. En fait, la diffamation va concerner une atteinte vis-à-vis de la personne, d'une personne visée directement, une personne physique, une personne morale. C'est une atteinte à l'honneur à un moment donné, tandis que le dénigrement, au contraire, va plutôt avoir tendance à porter sur un produit de manière générale, sur une façon de travailler, le cas échéant. Donc on est dans une distinction, mais qui est plutôt de nature procédurale, en sachant que poursuivre en matière de diffamation est très contraignant, puisqu'on a un délai de prescription qui est très court, il faut agir dans un délai de 3 mois, donc c'est très court. Non seulement il faut agir dans un délai de 3 mois, mais ensuite il faut faire des actes interruptifs de prescription tous les 3 mois. Donc c'est particulièrement court, raison pour laquelle on a plutôt tendance à vouloir, dans la mesure du possible, aller sur le terrain du dénigrement, sauf que, tel que je vous l'ai indiqué précédemment, ce n'est pas aussi simple. Le dénigrement, encore une fois, ça va davantage être mis en avant lorsque je vais dénigrer un produit. Alors que si je commence à dire qu'un tel est un voleur, ou tout ce qui nous balance en fait sur les réseaux sociaux, c'est des salades, c'est des tromperies, etc. Donc là, si je commence à viser la personne qui tient les propos, à ce moment-là, ça va être une atteinte à la considération de la personne. Je reproche de dire n'importe quoi, ce sont des tromperies. Donc là, je suis dans la diffamation. Bon. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je dois être particulièrement vigilant, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puisque on peut très facilement être poursuivi, alors soit sur le plan civil, soit sur le plan pénal. En règle générale, c'est plutôt sur le plan civil dans des dossiers de cette nature, mais savoir qu'on s'expose potentiellement à des dommages et intérêts. Et quand on est en fait, je dirais, dans ce schéma-là, au-delà de la communication, on peut rebondir aussi sur tout ce qui a trait aussi à la captation des données. Là, on rebondit, mais si je suis sur certains types de réseaux sociaux, je peux chercher aussi à enregistrer de la donnée. Et l'enregistrement de cette donnée fait que là, je tombe sous les fourches d'un autre système qui est celui du RGPD. Comment je fais pour traiter les données personnelles, autrement dit les données qui concernent des personnes physiques. Là, je dois à ce moment-là me déclarer, je dois recueillir en fait ces données dans un cadre bien spécifique, avec une finalité bien spécifique par rapport au projet qui est le mien. Il doit y avoir une légitimité, ça doit être bien évidemment loyal, ça doit être licite. Je n'ai pas vocation à conserver ces données ad vitam aeternam. Je dois également anticiper tout ce qui a trait à la sécurité des données que je viens de capter. Donc j'ai tout un sujet autour de cela, en sachant également qu'en fonction des données, j'en ai certaines qui vont être plus sensibles que d'autres, et donc je vais être beaucoup plus vigilant dans le traitement des données. Ça va être le cas lorsque je vais enregistrer des informations ayant trait à des convictions religieuses, syndicales, politiques, des informations qui ont trait à la santé d'une personne. C'est la même chose si je commence
commence à garder des données qui concernent des personnes un peu plus vulnérables, je songe par exemple à des mineurs, donc là je vais avoir un traitement un peu plus spécifique. Même chose aussi quand je suis avec des outils tels que géolocalisation. Je vais avoir un traitement un peu plus spécifique. Même chose quand je suis dans de la télésurveillance. Donc on voit que la donnée, en fait, c'est vraiment le produit aujourd'hui sur lequel tout le monde cherche à travailler, mais en sachant que lorsqu'on est une entreprise naissante ou pas, je veux travailler sur un sujet de cette nature, il faut avoir quand même le réflexe de se dire, OK, pourquoi je viens glaner cette donnée, quelle en est la finalité, quels sont les outils de protection, est-ce que ce sont des données qui sont plus sensibles que d'autres, si c'est plus sensible que d'autres, dans ce cas-là, est-ce que je suis soumis en fait à un travail par rapport à l'impact que ça peut avoir par ailleurs, parce que c'est le cas, je peux avoir certaines obligations, mais dans des cas bien spécifiques. Donc en fait, voilà, il faut avoir une vigilance également autour de sujets de cette nature. Donc le sujet, il est vaste, mais voilà, c'est un petit coup de projecteur, c'est warning sur une pastille comme celle-là. Merci. Ouais, c'est vrai que la partie RGPD aujourd'hui est très importante. Et quels conseils vous donneriez? Parce que généralement, c'est un travail qui est bien fait à partir du moment où on commence le projet informatique. Et puis ensuite, il peut évoluer. Comment on fait périodiquement pour faire une revue de ce risque-là? Et puis plus généralement, une revue des risques de l'entreprise. Quels conseils vous pourriez donner? Là, je vous recommande vivement de solliciter l'un de mes associés, qui est spécialiste du sujet, qui intervient régulièrement en matière numérique et sur tous ces sujets ayant trait au RGPD. Il sera beaucoup plus légitime que moi à vous répondre sur un sujet de cette nature. Moi, c'est des sujets qui vont davantage me sensibiliser par rapport au contentieux qui peut survenir après. Quel type de contentieux on peut avoir? Bon, on voit que certains contentieux fleurissent aujourd'hui. Alors, sur des montants qui sont, par rapport aux dommages et intérêts alloués, assez modestes, pris de manière individuelle. Mais si vous commencez à avoir beaucoup de données multipliées par un nombre de litiges potentiels, ça peut coûter cher au bout d'un moment. Alors, exemple que j'ai en tête, ça peut être simplement quelqu'un qui va acheter de l'électroménager, par exemple. Je vais acheter de l'électroménager, j'ai besoin de faire un crédit. Bon, je vais remplir un questionnaire. Au moment où je vais chercher mon réfrigérateur, il se trouve que une demi-heure avant que j'arrive, ma fiche et mon questionnaire se trouvent avoir été remis à quelqu'un d'autre. On s'en rend compte immédiatement. On redonne à la bonne personne son fichier, son questionnaire. Mais sauf que ça a été transmis à la mauvaise personne avec des informations qui sont confidentielles. Bon, il se trouve que là, vous avez quelqu'un qui avait envie de nourrir du contentieux, qui est allé jusqu'au bout, qui est allé jusque devant le tribunal. Bon, il se trouve que la personne obtient gain de cause. Pourquoi? Parce que là, par rapport au RGPD, on peut démontrer que les outils mis en œuvre pour assurer la sécurité en fait, des données personnelles, manifestement, n'étaient pas efficientes. Il y avait des failles. Voilà. Et elles étaient, en définitive, assez grossières. Bon. Là, la personne, de mémoire, je crois, a dû obtenir 2 000 €. Sur d'autres dossiers, vous pouvez avoir des condamnations qui peuvent être simplement de l'ordre de 25 €. Voilà. Parce qu'il y a eu des erreurs dans le traitement de la donnée. C'est tout. Donc on est sur des montants pris individuellement aujourd'hui qui sont peu importants, mais ce sont des contentieux qui probablement peuvent avoir tendance à fleurir dans les années qui vont venir. Et en fait, quand on raisonne sur des contentieux de cette nature, quand on est sur de la donnée, ce qu'on cherche, c'est avoir un maximum de données. Donc ce qu'il faut, c'est raisonner en ordre de grandeur. Il ne faut pas simplement regarder le dossier pris individuellement qui, lui, coûte 25 €. Si vos 25 €, tout d'un coup, vous avez une donnée considérable et vous avez potentiellement des associations de consommateurs qui interviennent, parce que vous allez avoir peu d'individus pour 25 € qui vont effectivement se mobiliser. Mais si vous avez des actions de groupe, à un moment donné, vous risquez de vous exposer potentiellement à des litiges qui peuvent être particulièrement importants. Donc voilà, donc je dirais, moi, c'est sous ce prisme-là que je vois ces dossiers-là. Mais d'où la nécessité, encore une fois, ne pas se contenter d'aller chercher l'information sur Internet,
mais vraiment d'aller chercher quand même le référent qui sera capable de vous donner, au-delà de l'outil juridique indispensable, être capable de faire preuve de pragmatisme par rapport à l'activité qui est la vôtre et par rapport au développement qu'on peut pressentir. Merci. Pour clôturer ce deuxième temps sur l'exploitation, vous avez tout à l'heure commencé à évoquer les risques sociaux avec les recrutements et la sous-traitance. Vous vouliez ajouter peut-être un mot sur ce sujet-là où on avait bouclé ? Je dirais que après, on s'inscrit davantage dans la dernière dynamique qui est celle des difficultés auxquelles l'entreprise peut être confrontée. Lorsqu'on évoquait effectivement les CGV précédemment et les contrats, les difficultés auxquelles l'entreprise peut être confrontée, et ça c'est récurrent, ça va être une difficulté de trésorerie, et difficulté de trésorerie bien souvent qui n'est pas de son fait premier. Difficulté de trésorerie, motif pris qu'elle est confrontée à un partenaire défaillant, partenaire qui ne paye pas dans les temps requis. Et pour peu que vous ayez là un partenaire très important, vous pouvez tout simplement mettre la clé sous la porte parce que vous n'avez pas fait les diligences suffisantes dans les temps requis. Bon. Et c'est là où on a intérêt quand même de travailler, en particulier sur le contrat, les CGV. Et s'agissant des conditions de règlement, en fait, vous allez avoir un certain nombre de dispositions auxquelles vous pouvez songer. Vous pouvez, par exemple, prévoir ce qu'on appelle des clauses de déchéance du terme. Je m'explique. Vous êtes en relation d'affaires régulière avec un contractant et vous éditez des factures régulières. Bon. Il se trouve que vous avez des montants qui peuvent être significatifs. J'ai déjà 1, 2, 3 factures qui sont échues. J'ai n'importe quoi, 80 000, 100 000, peu importe le montant. Vous pouvez rajouter des zéros, ça ne change rien au problème. Ça ne vient pas le complexifier, ça sera toujours le même sujet. Bon, il se trouve que j'ai aujourd'hui une somme échue qui n'est pas payée. Bon, je peux agir en justice immédiatement pour réclamer le paiement effectivement de ce qui est échu et impayé. Mais quid s'agissant des factures qui ne sont encore pas échues, s'agissant de ces factures-là? S'agissant de ces factures-là, en fait, je ne peux pas en réclamer le paiement. Je ne peux pas en réclamer le paiement. Le problème, c'est que moi, mon contractant, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut être sous le coup potentiel d'une prochaine procédure collective. Il dépose des bilans, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Donc, j'ai tout intérêt à ce moment-là d'avoir une clause de déchéance du terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un impayé, ça entraîne la déchéance du terme de toutes les factures. Et donc là, ça me permet d'obtenir, lorsque je vais devant le tribunal, le paiement intégral de tout ce qui m'est dû, même ce qui n'était pas échu. C'est simplement une clause de déchéance du terme. C'est tout. C'est pas grand-chose, je l'ai, voilà. Et ça me permet en fait de corriger le tir tout de suite. Vous l'avez mis une fois pour toutes au début de vos CGV, vous le gardez durant toute l'existence de la vie de l'entreprise. Vous allez avoir, même chose, des clauses pénales. La clause pénale, c'est quoi? C'est la possibilité en fait d'obtenir des dommages et intérêts que je vais contractualiser. Alors, en sachant que cette clause pénale, elle va s'appliquer dans quel cas? Dans l'hypothèse où, justement, mon débiteur ne paie pas dans les temps requis. Dans ce cas-là, non seulement je vais demander la somme principale qui m'est due, mais en plus, je vais réclamer devant le tribunal une clause pénale. Alors, cette clause pénale, ça peut être 10-15% du montant total de la facture. Donc, on peut arriver à un montant significatif. L'intérêt, en fait, de cette clause pénale, c'est quoi? Votre but, c'est pas de chercher, en fait, à obtenir la clause pénale. Le but pour vous, c'est surtout de récupérer vos billes, c'est de vous faire payer de la somme en principale. Et donc, ça vous amène bien souvent, par ce biais-là, à entrer en voie de négociation. C'est-à-dire que votre clause pénale est quand même due, potentiellement. Vous l'avez dans votre contrat, vous pouvez l'opposer. Donc, potentiellement, on vous doit 10%, 15% du montant total de la facture. Bon. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous me payez là, tout de suite, vous débrouillez. Et moi, je suis prêt à passer l'éponge s'agissant de la clause pénale. Je suis dans la négociation. Mais vous avez un outil qui vous permet de négocier. Bon. Je vais avoir la clause pénale. Je vais avoir, alors aujourd'hui aussi, le sujet des intérêts. Pendant très longtemps, on avait, s'agissant des intérêts, en fait, les intérêts légaux qui étaient réclamés, puisque le texte du Code dit que, un minima, vous avez vocation à réclamer 3 fois le taux d'intérêt légal par rapport aux factures qui n'ont pas été acquittées. Voilà, c'est ce que prévoit le Code. Et bien souvent, c'est ce qu'on avait effectivement dans les conditions générales. Petite pastille, veillez à faire en sorte qu'il y ait une concordance entre les CGV et vos factures. Parce qu'il ne s'agit pas que j'ai d'un côté 3 fois taux d'intérêt légal dans un document et autre chose dans un autre document. Il faut qu'il y ait une concordance. Bon. Donc la loi, c'est minimum 3 fois le taux d'intérêt légal, mais vous pouvez mettre autre chose. Et ce que vous pouviez spécifier, c'est en particulier le taux de la Banque Centrale Européenne plus 10 points. Alors pendant très longtemps, c'est ce que je rappelais, moi, aux entreprises, mettez le taux BC plus 10 points.
puisque pendant très longtemps, en fait, le taux d'intérêt légal était quasiment égal à 0. Donc 0 plus 0, ça fera toujours la tête à Toto. Donc ça ne vous rapporte rien. Bon, on était à 0,6, 0,8, ça rapportait quasiment rien. Vous mettiez le taux BCE, qui n'était pas grand-chose, qui était à 0 des poussières, mais plus 10 points. Vous aviez d'emblée 10% que vous pouviez réclamer. Donc c'était intéressant. Donc vous aviez intérêt effectivement à être vigilant par rapport au taux que vous appliquiez sur vos factures et vos CGV. Bon. Il se trouve qu'aujourd'hui, au contraire, là on fait volte-face. Vous avez plutôt intérêt à rester avec le taux d'intérêt légal. Parce que dernier semestre, on est à plus de 5%. Donc à plus de 5%, 3 fois le taux d'intérêt légal calculé. Il se trouve qu'en France, en règle générale, ces intérêts légaux, personne ne les réclame. Quand est-ce qu'on va réclamer des intérêts légaux? En fait, on va les réclamer uniquement lorsque vous allez faire du contentieux. Je vais devant le tribunal, là, pour le coup, je vais les réclamer. Et c'est de plein droit. Pour le coup, le juge ne peut pas ne pas m'allouer mes intérêts de retard. C'est de plein droit. Vous voyez, en ce moment, on est à 15%, 3 fois le taux d'intérêt légal. Donc, on est sur des montants qui sont significatifs. Quand vous commencez à avoir du retard sur vos factures, il faut intégrer cet élément. C'est vraiment un élément essentiel. Donc, il faut, voilà, vous avez un certain nombre d'outils sur lesquels vous pouvez travailler dans vos documents commerciaux. Et encore une fois, documents commerciaux, CGV et autres, etc., la plupart du temps, on s'en fiche royalement et qui n'auront une utilité qu'à partir du moment où vous avez un litige. Pas de litige, je me fiche de mes documents commerciaux. Le jour où j'ai un litige, j'ai besoin de mes documents commerciaux. Et là, ça change complètement la donne, et notamment en termes de négociation avec votre partenaire. Donc ça, il faut l'anticiper. Et pour rebondir aussi sur ce que je pouvais dire précédemment, s'agissant des contrats, trop souvent, ce que l'on voit, c'est quoi? C'est des contrats qui vont correspondre à des copier-coller, où vous allez chercher des contrats qui sont faits par des gens qui n'en sont pas des spécialistes. Bon. Moi, je vous dirais juste ceci. C'est du bon sens. Posez juste vous la question, pourquoi vous faites un contrat? Pourquoi vous faites un contrat? Parce que dans l'absolu, si vous considérez que finalement votre contrat ne sert à rien, moi je me pose la question, pourquoi on fait un contrat? Si vous faites un contrat, c'est parce que dans votre subconscient, vous dites que potentiellement, il peut quand même se passer quelque chose. Donc ce serait quand même pas mal que j'ai un outil avec moi. Mais la plupart du temps, quand je regarde les contrats qui peuvent, moi, m'être présentés, en fait, c'est un copier-coller de ce qu'on retrouve dans le Code civil. Donc si, en fait, dans votre contrat, vous n'avez rien de plus que ce à quoi vous avez déjà droit dans le Code civil ou le Code de commerce, autant dire que votre contrat ne sert strictement à rien. Donc en fait, quand vous travaillez sur un contrat, encore une fois, il ne faut pas raisonner en termes de coûts. Ne raisonnez pas en termes de coûts. Vous êtes juste en train de préserver votre activité, ni plus ni moins. Bien avoir conscience que l'avocat, il n'est pas là pour transformer l'eau en vin. Moi, je ne transforme pas l'eau en vin. Si vous m'amenez un dossier dans lequel, en fait, dans votre contrat, vous n'avez strictement rien, vos intérêts légaux ne sont pas bons, vous n'avez pas de clause pénale, vous n'avez pas de clause d'échéance du terme, je devrais composer avec les éléments que vous m'apportez. D'où la nécessité d'anticiper le plus en amont. Voilà. Donc ça, c'est en fait un travail qu'on fait à un moment donné sur certains types de contrats, que vous n'avez pas nécessairement vocation à refaire de manière systématique, mais il faut travailler à un moment donné sur des documents commerciaux. Merci. Alors, la partie numéro 3 est du coup déjà bien entamée, mais la transition au moins est toute trouvée. Alors, ça peut être peut-être un peu anxiogène pour les gens dans la salle, parce que finalement, il y a beaucoup de choses à anticiper. Potentiellement, dans la salle, les gens n'y ont pas encore pensé, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ou est-ce qu'il y a un moment donné où, quand le truc est mal emmanché, c'est trop tard? Alors, ce sur quoi vous devez être vigilant, voilà, là, je suis effectivement dans un cadre un peu plus anxiogène. J'ai une difficulté à laquelle se trouve confrontée l'entreprise. J'ai une difficulté de paiement, et ce qui peut survenir à un moment donné, c'est que je me retrouve en cessation des paiements. Voilà. La cessation des paiements, c'est quoi? C'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible compte tenu de son actif disponible. Donc l'actif disponible, ce sont mes liquidités immédiates. Je suis en cessation des paiements. Je suis en cessation des paiements. Vous avez 45 jours pour en faire la déclaration auprès du tribunal. Voilà. À la suite de quoi s'ouvre une procédure collective, redressement ou liquidation judiciaire. Savoir que dans l'hypothèse où j'ai une liquidation judiciaire, le dirigeant peut être poursuivi en action en comblement de passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en définitive, le dirigeant qui pensait jusqu'alors être relativement préservé, compte tenu de la forme sociétale adoptée,
SARL, SAS, et ça, peu importe, etc., en disant, voilà, moi, je me retranche derrière la forme de société, c'est une responsabilité qui, me concernant, est limitée, je suis effectivement tenu en tant que caution, mais je maîtrise, je sais à quoi je suis tenu, c'est uniquement ce cautionnement, le cas échéant, qui a pu m'être demandé. La réalité, c'est que ça peut se passer autrement, puisqu'effectivement, si le tribunal considère que des fautes de gestion peuvent être reprochées aux dirigeants, alors on peut demander aux dirigeants de contribuer au passif de l'entreprise. Et donc le dirigeant, à titre personnel, se trouve condamné à contribuer au passif de l'entreprise. Savoir qu'on est dans un monde de statistiques. On est dans un monde de statistiques, on aime bien les statistiques, et puisqu'on aime bien les statistiques, on a besoin aujourd'hui de rentrer dans des cases et de faire en sorte qu'on ait un maximum de dossiers où on va aujourd'hui poursuivre dans le cadre d'actions au complément de passif. Donc vous avez effectivement des dynamiques comme celle-ci que l'on retrouve devant les tribunaux de commerce. Donc là où auparavant on considérait que le dirigeant n'était pas un mauvais dirigeant parce qu'effectivement il a pu connaître une déconfiture pour X raisons, et où on acceptait que le dirigeant, au final, puisse rebondir, recréer une autre entreprise, puisse échouer, et puisse rebondir avec succès, et créer de nombreux emplois. Car des exemples de cette nature, j'en connais aussi. Des dirigeants qui ont pu connaître des déconfitures une ou deux fois avant d'avoir une activité florissante, et ensuite des entreprises qui sont louées par tous les partenaires publics ou privés avec énormément de création d'emplois. Aujourd'hui, savoir que très vite, on va avoir tendance à être dans l'action au comblement de passif, on va très vite reprocher la faute de gestion aux dirigeants, on va par exemple lui reprocher d'avoir des déficits qu'on retrouve pendant quelques exercices, de manière parfois assez ridicule. Moi, je peux avoir ça dans certains dossiers, où on va jusqu'à me reprocher, dans certains dossiers, un déficit de l'ordre de 2 000 €. Et où on va me dire, mais on retrouve encore un déficit sur l'exercice suivant. Et où pendant 3 exercices, je vais avoir du déficit. Mais le déficit, ce n'est pas de la cessation des paiements. Je suis toujours en mesure, moi, de payer ce que je dois en temps et en heure, jusqu'au jour où, effectivement, j'ai une difficulté. Mais aujourd'hui, on a une tendance qui peut amener à considérer que ce mode de gestion peut traduire une faute de gestion. Le fait, par exemple, de ne pas tout mettre en œuvre pour recouvrer une créance alors que je suis dans une relation quasi exclusive avec un partenaire important, on pourrait considérer finalement que ce n'est pas simplement de la légèreté blâmable, mais qu'en réalité, là, c'est quasiment de l'incurie, puisque au bout du bout, on se retrouve avec une liquidation judiciaire alors qu'il lui fallut bien en amont, en fait, mettre en musique un certain nombre de procédures pour récupérer ses billes. Vous n'avez pas fait, parce que ce ne serait pas une faute de gestion en définitive. Donc, il y a quand même un mouvement que je trouve, me concernant, particulièrement critiquable et assez hypocrite par rapport effectivement à cette volonté de voir une multiplication d'entreprises se créer aux quatre coins de la France en permanence, et où, dans le même temps, vous avez un mot d'ordre qui consiste à être dans une dynamique punitive à partir du moment où vous avez un échec. Donc il faut aussi intégrer cet élément-là, ce qui signifie la nécessité d'être d'autant plus vigilant en amont, et par rapport justement à tout ce qu'on a pu évoquer précédemment, vous avez tout intérêt effectivement à vous border au maximum par rapport à des documents, des contrats, par rapport aussi à des actions suffisamment vives pour protéger l'entreprise, et vous devez être capable d'en justifier. Donc il faut avoir conscience quand même de ce mouvement qui se dessine aujourd'hui, assez hypocrite pour moi, mais qui implique, encore une fois, de redoubler de vigilance durant la vie de l'entreprise pour être capable à chaque fois de justifier de tout ce que vous faites justement pour assurer la préservation des intérêts de l'entreprise. Merci. Aziz, le rôle aussi de l'assureur quand ces difficultés peuvent survenir, comment aussi aider
pour trouver le bon conseil, le bon avocat. Comment l'assureur, là aussi, peut jouer un rôle? J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, surtout le pavé responsabilité civile d'exploitation. Et finalement, tous ces phénomènes-là sont liés. Après, nous, notre rôle en tant qu'assureur, effectivement, on n'a pas vocation à être expert sur ces sujets-là. Là, c'est plutôt la partie de mon collègue ici présent. Aujourd'hui, nous, ce qu'on peut faire pour accompagner, car c'est l'objectif aujourd'hui d'un assureur au niveau des entreprises, c'est de pouvoir être là, voilà, quand la problématique arrive. Donc là, on a un pan, voilà, qui s'appelle la garantie, tout simplement protection juridique d'une manière générale, qui va permettre de couvrir justement, d'accompagner l'entreprise, le chef d'entreprise, qui peut être amené à être confronté à différents préjudices et de différentes natures, hein. Ça peut aller du juridique lié à des problématiques prud'homales, des problématiques RH. On a parlé d'impayés tout à l'heure. Problématiques avec un fournisseur, problématiques avec un client. Voilà, toutes ces problématiques-là qui amèneraient donc l'entreprise à faire face à une action de justice. Donc c'est une garantie de protection juridique qui va permettre de l'accompagner sur 2 pavés. Dans un premier temps, avec des juristes, des avocats, hein, qui travaillent directement avec les compagnies d'assurance, donc avec Groupama en l'occurrence, déjà pour conseiller justement les chefs d'entreprise à faire face à cette situation quand elle est arrivée. D'accord. Donc comment gérer cette situation, sur tout le côté administratif, sur toutes les actions à mener, donc dans un premier temps. Et ensuite, avec toujours une volonté, donc en premier rideau, donc ça c'est la base, hein, quand on arrive à ces situations-là, quand c'est possible, de tenter, je dis bien tenter, hein, c'est pas toujours simple, d'essayer de réunir l'ensemble des parties prenantes et d'essayer de trouver une solution à l'amiable, si c'est possible. Donc dans la mesure pour pouvoir essayer de régler la problématique rapidement. Ensuite, si c'est pas possible, dans ce cas-là, donc il y a le deuxième pavé donc qui peut s'activer, où là c'est l'accompagnement financier, et là on parle de frais de justice, de frais d'avocat, donc qui vont être couverts directement via cette garantie qu'on appelle protection juridique, qui est directement rattachée au contrat d'entreprise. Merci beaucoup pour tous ces éléments. L'heure tourne. La télé s'est elle-même mise en veille. Donc on va pouvoir passer maintenant à la partie questions-réponses avec la salle. Mais en conclusion, si je pouvais synthétiser un petit peu, en fait, c'est de dire que entreprendre, c'est prendre son risque, mais de limiter aussi ou de le maîtriser, de l'anticiper au maximum. C'est un peu ça, hein, le mot de conclusion que je pourrais donner. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on va pouvoir s'adresser à la salle pour savoir s'il y a des questions de la part des spectateurs. Non ? Oui. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la richesse et la clarté des informations transmises. Et si vous m'y autorisez, j'aurais 2 questions à poser. Je voudrais revenir dans un premier temps sur la protection. Vous avez parlé d'une enveloppe que l'on peut déposer auprès d'un huissier ou auprès de l'INPI. Quelles sont les preuves matérielles ou immatérielles que l'on doit, en imaginant, glisser dans cette enveloppe? Vous avez parlé de la datation, effectivement, mais qu'est-ce que je dois déposer On peut pas être propriétaire, en fait, on ne peut pas protéger une idée. On ne peut pas protéger un concept. Là, on est vraiment au stade embryonnaire. En revanche, ça peut être intéressant si, d'aventure, j'ai quelqu'un qui a connaissance de ce sur quoi je travaille et qui, finalement, me pique l'idée. Dans ce cas-là, à charge pour moi d'agir en justice contre lui. Je peux agir en responsabilité, etc. Donc, je vais devoir commencer par démontrer que j'ai été le précurseur sur le sujet. Bon, problème de datation, là j'ai une date certaine. J'ai remis un document chez un huissier, etc. J'en justifie. Voilà, moi, mon concept. À telle date, je l'ai créé. Maintenant, à charge pour vous, démontrez-moi quand est-ce que vous avez créé, vous, cette idée. Quand est-ce que vous avez eu cette idée?
prouvez-le-moi. M'étonnerait qu'il soit capable de vous donner une date certaine. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est éventuellement, j'imagine, si vous avez ce concurrent qui a cette idée et vous savez que le concurrent, finalement, a eu connaissance de ce sur quoi vous travaillez, à charge pour vous, deuxième sujet, d'être capable de démontrer comment ce concurrent a pu avoir cette idée. Donc, il faut créer le lien entre vous et lui à un moment donné. Donc c'est là où on démontre en fait la faute. On va être dans un acte de concurrence déloyale puisque je vais être avec quelqu'un qui va d'une certaine manière se situer dans ce qu'on appelle du parasitisme économique, c'est-à-dire que je vais chercher à me mettre dans votre sillon pour profiter de ce que vous êtes en train de faire pour m'en nourrir. Voilà. Merci. Une deuxième question, c'est possible? J'aimerais également revenir sur l'approche RGPD. Alors, vous avez dit que vous occupiez plus de la partie contentieuse, effectivement, mais finalement, dans une structure commerciale, lorsque je vais récupérer des données signalétiques et ou comportementales, donc pour enrichir ma base de données, est-ce qu'il y a des arguments que je peux donner à ces personnes pour leur prouver que ces données seront protégées, quoi? En fait, c'est vous qui devez avoir un outil. Si demain vous faites l'objet d'un contrôle de l'INPI, parce qu'en fait le contrôle c'est surtout l'INPI qui va le faire, au premier chef potentiellement, et donc vous devez être capable d'avoir travaillé en amont pour démontrer la sécurisation en fait des données. Voilà. Comment vous faites pour que un tiers ne puisse pas y accéder, ne puisse pas les falsifier. Donc ça, c'est un premier point. Il faut démontrer la finalité. Pourquoi est-ce que je viens capter de la donnée? Pendant combien de temps je vais conserver cette donnée? Si j'ai en face de moi un consommateur, il faut également que celui-ci ait toutes les informations lui permettant de faire valoir, par exemple, le droit à l'oubli, puisqu'il a la possibilité de vous demander de supprimer en fait les données le concernant. Donc en fait, si vous êtes sur un outil numérique, sur Internet par exemple, il faut que je puisse trouver à un moment donné l'onglet, moi, qui me permet de faire en sorte que je puisse me prévaloir de ce droit à l'oubli, que je retrouve en fait les mécanismes de sécurité, etc. Et puis c'est surtout vis-à-vis de l'INPI, mais encore une fois, là, il faut que vous vous adossiez à un spécialiste qui vous accompagne dans cette gestion-là. C'est indispensable. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais. J'avais une question concernant les CGU. Partons du principe que j'ai tout bien fait, que tout se passe bien, et que j'ai des utilisateurs étrangers, mettons pas forcément européens, américains. Est-ce qu'on pourrait m'attaquer sur un droit qui est différent du mien, sachant que mon entreprise est française? Et comment est-ce qu'on peut se protéger? Là, effectivement, on a toute la difficulté de la compétence internationale. A fortiori, à partir du moment où je vais être avec des utilisateurs étrangers et où je vais dépendre de législations qui sont totalement différentes de la nôtre. Donc, ce que l'on dit à chaque fois, c'est vrai en France. On peut dire également comment ça s'applique dans l'Union européenne, puisqu'on a effectivement des textes qu'on maîtrise. Après, on ne va pas maîtriser ce qui va se passer, par exemple, à Taïwan, en Chine, aux États-Unis, et en fonction des États. Au sein des États-Unis, le système fédéral peut être encore différent. Je tombe sur quelqu'un qui habite en Floride ou au Texas, etc. Je peux avoir encore des spécificités. Donc, la difficulté, en fait, elle est là. Donc après, ce qu'il faut, c'est essayer de se border au maximum, justement, par rapport à l'étranger, en donnant un maximum d'informations. Au-delà de ça, je dirais, il faut même, à un moment donné, poser une question à un confrère américain. Par exemple, si on bosse beaucoup sur le sol américain, je pense que ça mérite quand même, à un moment donné, d'avoir aussi un éclairage sur le sol américain, d'avoir une consultation pour savoir, en fait, quels sont les risques potentiels. Parce que, tel que dit tout à l'heure par Olivier, en fait, je suis chef d'entreprise, à charge pour moi de faire des calculs de proba. Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui fait des calculs de proba. Et c'est ce que je fais aussi, moi, dans mon job, lorsque je suis en contentieux. Je ne suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Moi, je suis là pour vous dire quel est le risque. J'analyse le risque et je vous dis potentiellement vos chances de succès, elles sont de 30%, 70%, 80%, et vous ne serez jamais à 100%. Et vous ne serez jamais à 0%. Mais je vous donne cette analyse de risque, et c'est à vous, en tant que chef d'entreprise, en fait, d'apprécier le risque que vous êtes prêt à accepter. Voilà.
Mais après, les questionnements qu'il peut y avoir sont hauts. Est-ce que j'ai vocation à conserver en fait une entreprise sur le sol français? Est-ce que j'ai pas vocation aussi à avoir une filiale sur le sol américain à un moment donné? Ça peut être simplement une filiale et tout est dispatché des États-Unis. Je dis n'importe quoi, hein. J'ai dit à brûle pour point comme ça, et encore une fois, c'est pas moi le spécialiste sur le sujet. Mais en tous les cas, voilà, c'est des questionnements qu'on peut avoir à un moment donné.